Alors, je vous remercie. Donc, on a fini nos 10 questions programmées. Il nous reste 2 temps, l'expression libre d'environ 2 minutes et la question du public. Je vous propose, si vous l'acceptez, de procéder de la manière suivante. Je vais lire maintenant les questions où c'est écrit à toutes et à tous. Et ensuite, vu les disparités de temps qui vous restent, on va fusionner ces 2 temps jusqu'à ce qu'il vous reste 30 secondes pour la conclusion. Ça me paraît. Sinon, on risque d'avoir de la frustration. Enfin, tous ces gens qui sont courageux d'être restés jusqu'à 23 heures, autant. Comme ça, on va dire l'intégralité des questions, mais de manière. Et vous allez répondre en une seule fois, même s'il y a plusieurs questions qui vous sont adressées. Et juste avant, je voulais un dernier élément d'éclairage et qui correspond un peu aussi à certains post-it. Vous avez peut-être vu, j'ai été lancé là-dessus sur Europe 1 le 7 février, le cabinet de Deloitte, qui n'est pas des gauchistes dangereux, ont sorti un rapport dans lequel ils disent que le vélo électrique fera plus contre le réchauffement climatique que la voiture électrique d'ici 2030. Slide suivant. Et donc le détail, si j'arrive à le lire, c'est que c'est la ligne du milieu, mais en tout cas, je pense que Brest n'est pas forcément un territoire où il n'est pas intéressant de réfléchir au vélo électrique. Voilà, donc slide suivant. Et donc, du coup, ce que je vous propose, donc je vais vous lire déjà ceux qui s'adressent à toutes et à tous avant de commencer le tour. Et donc, vous répondrez librement à celles des questions que vous souhaitez dans le temps qui vous reste, moins 30 secondes, que je vous demande de conserver pour la conclusion. Oui. Alors, du coup, est-ce qu'on peut réafficher les temps, s'il vous plaît ? Donc, par exemple, il reste 3 minutes 30 à Ronan Pichon, 3 minutes 31. Donc, il lui reste 3,01 pour à la fois donner sa réponse libre et les réponses aux questions qui lui ont été adressées par le public. Voilà. Donc, les questions à toutes et à tous. Donc, est-ce que Brest proposera une aide à l'achat du vélo électrique ? La ville de Brest ayant un dénivelé important, quelles mesures d'adaptation metteriez-vous en place ? Un système de location de VAE avec possibilité de rachat de ce dernier, donc une location avec option d'achat. À tous, est-il possible de prévoir des racks à vélo dans ou sur le tramway ? Comment sécuriser un trajet cyclable de Brest vers Plouzané et le Technopole ? Sachant que les élus n'ont pas de compte à rendre à la population, qu'est-ce qui nous garantit que vous allez appliquer vos propositions une fois élues ? Je précise, à part le fait que c'est enregistré aujourd'hui. Est-ce que l'aide financière de 250 € pour l'achat d'un vélo électrique qui a été supprimée serait éventuellement remise ? Voilà, pour toutes et toutes, bien sûr. Donc ça, c'est les questions à tous et à toutes. Et donc, l'ordre, si on peut revenir à l'ordre, s'il vous plaît. Vu que j'en ai... Voilà. Donc, c'est Johan Nedelec en premier. Donc, il y avait 3 questions pour vous, Monsieur Nedelec, et donc vous pourrez répondre sur vos 3 minutes 37, à la fois sur des généralités, à la fois ces 3 questions-là. C'est quelle place pour la voiture à Brest, ennemi numéro 1 du vélo ? Vous engagez-vous à aménager systématiquement des voies vélo lors de tout, et c'est souligné ce mot-là, les travaux de voirie sur le mandat ? Cela a trop souvent été oublié lors d'aménagements majeurs récents, rue de Siam, rue Jean Jaurès, rond-point, sachant que c'est obligatoire depuis 1996, enfin depuis la loi de 1996, donc depuis le 1er janvier 1998, et que la loi mobilité étend ses obligations. Et dernière question pour vous, Monsieur Nedelec, contournement nord-Lambé égal, favoriser le tout voiture, un non-sens, point d'exclamation, point d'interrogation. Voilà. Bien, alors, sur ces 3 questions un peu pêle-mêle sur la voie de contournement nord, Lambézélec, pour celles et ceux qui étaient présents à l'occasion de cette réunion à Lambézélec il y a 15 jours à présent, rien n'est décidé. On sait qu'il faut faire quelque chose. Il y a plusieurs scénarios qui existent. La concertation continue. Et nous l'avons dit, je l'ai dit avec Sylvie Gestin, que c'est la nouvelle équipe qui sera élue à partir du 22 mars, qui prendra une décision lorsque les études menées avec les habitants, ces études-là seront rendues. Mais pour l'instant, rien n'est décidé. Mais ne rien faire et laisser tout le trafic sur le boulevard de l'Europe est un non-sens également. Et pour celles et ceux qui habitent, que ce soit du côté de l'Osquat ou qui habitent du côté du boulevard de l'Europe, il faut aller voir ces personnes-là qui disent faites quelque chose pour faire en sorte que la fréquence des véhicules baisse sur ce secteur-là. Sur les travaux aménagés,
pendant les travaux, de créer ces voies cyclables. Oui, c'est déjà le cas, c'est pas suffisant. En fait, à l'heure actuelle, on a un budget approximatif tous les ans de 600 000 euros pour le vélo lorsque l'on refait des voiries. C'est pas suffisant, mais systématiquement, dès qu'on peut le faire, on le fait. Mais attention, il faut avoir maintenant, c'est pas simplement mettre de la peinture, c'est vraiment sécuriser ces aspects-là. J'étais allé avec la BAPAV il y a 2 ans faire un tour à Brest. Moi-même, je l'ai vécu, rue Yves Collet, où les voitures franchissant la ligne blanche risquent de nous renverser, nous les cyclistes. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir quelque chose en dur sur la voirie plutôt que de la peinture. Et sur la place de la voiture, j'y ai répondu tout à l'heure, peut-être trop rapidement, mais on ne va pas chasser la voiture, en tous les cas, désolé, mais on ne va pas chasser la voiture du centre-ville de Brest, mais nous allons repenser sa place avec ce parking capacitaire en amont, ces plateformes multimodales à l'extérieur, d'échange à l'extérieur de Brest, et ces piétonisations dans le secteur de l'hypercentre. Et je regarde parce que j'ai noté très vite, mais c'est sur mon temps. Les vélos à assistance électrique pour le rachat, oui, c'est prévu. Nous le proposons dès à présent avec notre délégataire RATP Dev. Au bout d'un certain temps, si les usagers souhaitent racheter pour la modique somme de 400-500 euros le vélo électrique, oui, ça sera possible. Les racks vélos, on en a parlé. Est-ce qu'on peut nous faire confiance ? Bah oui, faites-nous confiance. La volonté, elle est là, en tous les cas. Qui nous dit que vous allez tenir vos promesses ? Bah, en tous les cas, la volonté d'en faire encore plus pour le vélo est une réalité constante. Est-ce que j'ai encore combien de temps ? 43 secondes. Ouais, ben je crois 53. que... et si sur pas obligé de... l'aide à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique, pourquoi pas ? Mais dans ces cas-là, avec un cahier des charges bien précis, parce que, comme tout à chacun, il y a ceux qui peuvent se le payer et d'autres qui ont aussi envie d'en avoir un pour aller au travail, pour vivre avec au quotidien, j'ai tendance à dire, et qui n'ont pas forcément les moyens de l'acquérir. Donc dans ces cas-là, il faut avoir une commission municipale qui permette d'établir des critères précis pour permettre d'accompagner les habitants dans l'acquisition de ces vélos à assistance électrique qui, je le rappelle, pour nos professionnels qui les vendent ici sur Brest et sur le territoire de Brest Métropole, ont une croissance à 2 chiffres actuellement dans les ventes de vélos à assistance électrique. Merci Johan Nedelec. Et juste pour dire que le magasin Vélozen est aujourd'hui le plus grand magasin de France qui est spécialisé dans le vélo électrique, et le Vent et les côtes brestoises n'y sont pas totalement... voilà. C'est pas neutre. Et en 2 mots aussi, que ce que la FUB défend, c'est en effet le problème de l'aide directe, c'est que finalement le reste à charge, il est important. Et donc finalement, c'est les plus riches qui ont en effet d'opportunités. Donc ce que l'on propose, c'est... des mécanismes, et on va développer ça avec les certificats d'économie d'énergie, qui va permettre de faire une location avec option d'achat, donc de mettre non pas une réduction sur le prix, mais comme l'abonnement transport en commun, on ne vous demande pas d'acheter un tram et ensuite de circuler gratuitement jusqu'à la fin de votre vie, mais de payer 30 euros par mois, et en plus la moitié remboursée par l'employeur si vous travaillez, pour acquérir un vélo. Alors vous êtes le suivant, Pierre-Yves Cadalin. Au-delà des questions adressées à tout le monde, il y en avait 2. Comment concilier gratuité des transports en commun et développement du vélo ? Dans les villes où le transport est gratuit, le vélo stagne ou baisse. Donc c'est pas écrit, mais référence notamment à Frédéric Errand, donc le chercheur lillois Frédéric Errand. Et deuxième question, vous avez parlé du coût des mesures en faveur du vélo, mais avez-vous pris en compte dans vos calculs les économies engendrant pour la mise en place d'un véritable système vélo ? Voilà, donc il vous reste, je vois très mal avec là, il vous reste un peu moins de 4 minutes pour votre expression libre. Et là, oui. Non, en enlevant les 30 secondes de conclusion. Merci beaucoup pour ces questions. Tout d'abord, je réponds à une question qui était d'ordre général sur effectivement le lien avec Plouzané, etc. Moi, d'une manière plus générale, je pense qu'il faut davantage intégrer l'infrastructure de transport au niveau métropolitain. Dès lors qu'on est une métropole, c'est normal qu'on s'articule en termes de réseau de transport, et ça compte effectivement les pistes cyclables de façon métropolitaine, puisque vous savez bien que pour un tas de déplacements aujourd'hui, il est absolument nécessaire de passer, si vous êtes par exemple à Dillers, que vous voulez aller à Louénou, il faut absolument passer par la place de la Liberté en bus. Bon, c'est des choses qui posent problème, et je pense qu'il faut établir quelque chose de métropolitain, et ça vaut bien évidemment pour le vélo. Et encore une fois, puisqu'on a commencé avec un film,
le film montre bien qu'il y a des manières de faire sur des plus grandes distances, des aménagements très sécurisés, et c'est également présent comme idée dans l'article du Monde diplomatique sur le Danemark que je vous conseillais au départ de cette soirée. Ensuite, sur les garanties, une fois élu, ma sincérité, mais pas uniquement, hein, le référendum révocatoire dont je parlais tout à l'heure, hein, il y a une garantie. Par rapport au vélo électrique, effectivement, il faut le développer. Ça se développe déjà, donc ça c'est déjà extrêmement important et il faut le souligner. Et il faut regretter tout de même que le gouvernement ait supprimé l'aide qui était consacrée au vélo électrique lors de la dernière loi de financement. Je veux dire, ça c'est quand même un peu un problème. Donc si vous êtes pour le vélo électrique, il ne faut pas voter Marc Wattener. D'autre part, vous voyez, voilà, bon, comme toi, parfois on est d'accord aussi avec un Nedelec. Alors sur la gratuité et développement du volet, je crois que c'est un faux débat d'opposer les deux. C'est vrai que ça a été observé, hein, par exemple à Dunkerque, une baisse du vélo, et puis il y a un certain, mais faiblement, un report modal vélo-tram. Bon, ça, c'est quelque chose qui ne doit pas nous occuper, parce que si on a une politique à la fois ambitieuse sur les transports en commun, et écoutez, donc et sur les transports en commun et sur les pistes cyclables, eh bien, c'est de nature à augmenter l'usage des deux. Et évidemment, sur les bénéfices induits qui ne sont pas évidemment chiffrables en termes économiques d'emblée, eh bien ça, j'en suis tout à fait d'accord. Et les transports en commun gratuits également permettent de dynamiser l'économie locale. Et j'y viens donc sur mon temps de conclusion. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis attaché à l'écologie populaire. Il faut absolument rallier la majorité sociale, si vous voulez, l'ensemble des gens, non seulement à faire en sorte que les 15 et 22 mars prochains, il y ait plus de 50% des Brestois à venir dans les urnes, mais qu'ensuite la politique soit faite également pour plus que 50% des Brestois, pour plus que les gens qui toujours votent, pour plus que la population de classe moyenne supérieure et de centre-ville. Il faut absolument que la politique renoue avec la majorité sociale. Et c'est bien ça le sens de l'écologie populaire, c'est ça le sens de l'articulation entre questions sociales et questions écologiques à travers la gratuité des transports en commun et le développement du vélo. Enfin, petit pas de côté, je crois qu'on a beaucoup parlé de bouger et de mobilité active, c'est le thème d'aujourd'hui. Je voulais quand même dire un petit mot des immobilités actives, car nous sommes au cinéma. Car beaucoup d'entre nous aiment lire. Car nous savons que parfois, même lorsque nous ne bougeons pas, et c'est un impératif de ralentissement de notre société, eh bien, nous sommes heureux et cela nous fait du bien. Et donc, je voulais terminer avec un petit poème de Baudelaire, puisque quand on est chez soi, eh bien, parfois, on peut voyager. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Merci. Alors, il y a deux questions pour vous, Michael Cabon. Donc, la première. Marc Coatanea est empêché ce soir par une réunion sur la sécurité. Que pense-t-il de la sécurité des piétons et des cyclistes à Brest? Comment compte-t-il y remédier? Et donc, le second post-it, avec 2 items dans ce post-it. Pour répondre à un appel à projet, il faut une équipe. Comptez-vous remplacer le pôle mobilité de la ville et de la métropole? Deuxièmement, alors, pourquoi le gouvernement Macron ne redistribue pas le financement au lieu de mettre en concurrence les territoires? Je vais commencer par répondre à la première question sur la sécurité pour les piétons. On l'a déjà un peu abordé tout à l'heure, c'est un sujet central. Sécurité des piétons, mais sécurité des usagers de la route, donc ça concerne aussi les automobilistes qui sont souvent un peu plus tranquilles quand même dans leur voiture que les piétons et les cyclistes qui sont par nature plus fragiles quand il s'agit d'espaces publics. Dans notre programme, nous avons tout un plan de sécurisation des passages piétons avec notamment la mise en lumière pour justement éviter les problèmes qui peuvent y être associés. On est une ville, on le voit bien, là, on est au sortir de l'hiver qui est obscur, à la fois le matin et le soir quand on va au travail, quand on se déplace pour aller dans son établissement scolaire, par exemple.
Donc la mise en place d'une mise en lumière de ces passages piétons permet de les sécuriser pour que les piétons eux-mêmes, quand ils traversent, puissent être visibles. On a vu il y a quelques années de cela des accidents mortels qui ont pu avoir lieu justement par des piétons et la rencontre avec une voiture à haute vitesse du côté de l'université de mémoire. Donc la mise en sécurisation des passages piétons, de tous les passages piétons, à commencer par ceux pour lesquels il y a beaucoup de trafic. Donc ça, c'est pour la question sur la sécurité. La deuxième, c'est sur la question de l'équipe sur le pôle mobilité. Je ne la comprends pas très bien, je ne sais pas répondre. Donc quand je ne sais pas répondre, je préfère passer la question, à moins que vous en ayez une idée plus précise. J'imagine que ça veut dire qu'il y a peut-être un manque de compétences. En tout cas, il faut plus de compétences là-dessus. Je ne sais pas s'il faut remplacer ou il faut renforcer ou il faut former. Enfin, j'imagine que c'est ça, mais je ne fais qu'interpréter... En tout cas, les fonctionnaires qui sont en place sur ces questions ont vocation à augmenter leurs compétences aussi par la formation d'une manière générale. Après, ils sont peut-être tout simplement pas assez nombreux. Voilà, si c'est la question du sens du nombre, je l'avais plutôt entendu d'une autre façon. Mais bon, voilà. Sur la question du gouvernement Macron, on est à Brest, on peut nationaliser le débat, comme certains ont essayé de le faire ce soir. Ça sortira pas d'ici de toute façon. On est là pour agir pour notre ville, pour notre communauté. Nous défendons dans les idées, dans la philosophie, un courant politique, c'est sur nos affiches. Après, on peut être d'accord ou pas avec cette philosophie politique qui est celle aussi d'une liberté, de l'autonomie des individus. Moi, j'encourage toutes les listes qui sont là à présenter aussi les partis qui sont les leurs et qui les soutiennent. Beaucoup le font. Parce qu'Olivar est indépendant, donc il n'a pas vocation à le faire, mais j'encourage les autres à dévoiler aussi la manière de ce qu'ils défendent comme opinion, comme philosophie politique qui peut y avoir derrière. Donc sur la question du national, je préfère rester sur le local et sur les aspects concrets. Après, on pourrait débattre dans un autre contexte, à un autre moment, sur la manière dont on voit l'avenir de notre pays. Il y a les questions générales, notamment sur l'assistance électrique, etc. Oui. Si vous le souhaitez. Alors, ça, 45 secondes. Ça, c'est intéressant. Sur la question du vélo à assistance électrique, je crois qu'on a parlé de 1200. Si demain, il y a des besoins pour 2000, il faut pouvoir monter en puissance jusqu'à 2000. S'il y a des besoins que pour 600, il faut rester à 600, c'est-à-dire adapter l'offre publique à la demande qui est associée. Et sur la question de la location de courte durée, c'est également dans notre programme, avec la possibilité de louer sur des durées très faibles, en nombre de jours ou en nombre d'heures pour des touristes ou des personnes de passage, de louer des vélos à assistance électrique. Il me reste peu de temps, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, on a une question pour la liste citoyenne, et donc on leur avait aussi prévu un temps dans le cadre de l'expression libre. Donc, j'appelle le représentant de la liste citoyenne à nous présenter donc ces 2 minutes libres et aussi 30 secondes sur... Enfin, vous fusionnez, vous faites... Est-ce que vous voulez du temps ? Non, mais non, vous aurez aussi le temps de conclusion, il n'y a pas de problème. Je vous rajoute 30 secondes par rapport à la question qui vient du public. Qui peut porter un projet concernant la mobilité à Brest et comment peut-il être concrétisé ? On gagne du temps. Alors, du coup, déjà pour commencer, merci Michael Cabon qui était le seul à avoir un esprit de justice par rapport à la situation. Et donc, voilà, je prendrai jusqu'à 3 minutes 30 si nécessaire. Après, je vais essayer de faire court quand même. Donc, je vais commencer par la question: que proposons-nous finalement pour la ville ? Parce que bon, c'est bien d'exister, mais c'est mieux s'il y a une raison. Alors, nous, on n'a pas de promesse farfelue. En fait, on n'a pas de programme thématique détaillé tout court. Alors, la raison, elle est simple, c'est qu'en fait, on veut proposer un changement des règles du jeu. C'est-à-dire tout simplement mettre en place un nouveau modèle de gouvernance municipale qui serait à la fois plus démocratique, plus horizontal, inclusif et transparent. C'est-à-dire qu'en gros, on sent qu'il y a un petit ras-le-bol quand même. Et donc, au lieu de rester, comme la majorité des Français, à se plaindre, on veut agir et on veut changer les choses. Donc pour ça, concrètement, comment on va faire ? On va commencer par séparer les pouvoirs d'initiative et décisionnels politiques. Donc pour l'initiative, on va séparer. Donc ça signifie que en fait, c'est pas les mêmes personnes qui vont proposer que celles qui vont décider derrière.
Pour l'initiative, donc, il y aura 2 manières de proposer des choses pour sa ville, parce qu'on a tous et toutes des idées. La première, elle est individuelle, c'est la création d'un nouveau droit de pétition qui sera pour une pétition par personne et par an. Donc une association qui a par exemple 4 personnes ou un petit peu plus pour BAPAV, ou la FUB pourra en proposer tout autant. De manière collective via les 7 conseils de quartier qui existent déjà actuellement et dont je fais partie depuis 2014, mais qui sont uniquement consultatifs. C'est bien dommage. Quant à la décision, eh bien, nous allons faire ça en 2 temps. Donc pour les décisions les plus communes, on ne va pas tout le temps solliciter tout le monde, eh bien, on aura 9 assemblées citoyennes thématiques composées chacune de 50 personnes tirées au sort, sur un total de 450 personnes tirées au sort chaque année, donc sur un mandat non renouvelable de 12 mois. Et pour les décisions les plus importantes, par exemple celles qui mobilisent plus d'1 million d'euros d'argent public, on part du principe que l'argent public, c'est l'argent de tout le monde. Par exemple, le projet de 2e ligne de tramway et de 1re ligne de bus à haut niveau de service, 188 millions d'euros. Ça fait donc plus de 100 000 euros par Brestois. Ça commence à être intéressant d'avoir votre avis de chaque Brestois dessus. Même si, comme l'a dit Monsieur Kiandre, voilà, avec les référendums, il faut s'attendre à tout. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, parce que là je suis quand même très contraint par le temps, c'est compliqué d'être clair et précis, eh bien, je vous invite à aller faire un tour sur www.brest-la-liste-citoyenne.fr ou bien de consulter le document de 57 pages que nous avons écrit collectivement toute l'année dernière, que vous pouvez accéder facilement en tapant projet.b2lc.fr. Et enfin, je vais terminer avec une invitation et la réponse aux questions. Donc, on vous invite demain à une simulation d'une séance d'un conseil de quartier pour savoir comment ça se passerait, si jamais vous nous faites confiance. Donc, ça se passe demain à 20h au local d'Écoumène. Alors, vous pouvez pas tous venir parce que c'est tout petit, mais voilà, on accueillera celles et ceux qui viennent. Et par rapport aux questions, donc il y a 2 questions que je trouvais intéressantes. La première qui était: qu'est-ce qui nous garantit que vous appliquerez votre programme? C'est vrai que c'était une question qui était adressée à tout le monde. Nous, ce qui nous garantit qu'on va appliquer notre programme, c'est que finalement le programme, il n'y en a pas, quoi, à part ça. Donc on risque pas de se tromper ni d'oublier des choses. Et la deuxième chose, donc, qui peut porter un projet concernant la mobilité à Brest et comment peut-il être concrétisé? Eh bien, n'importe qui, que ce soit une association, comme je disais, ou un particulier. Comment? Eh ben, en faisant du lobbying, comme vous êtes en train de le faire maintenant, à la fois par des emails, par des débats, et tout ça c'est très bien parce que ça montre que vous en voulez. Donc du lobbying direct avec les droits de pétition ou dans les conseils de quartier. Il suffit de convaincre un conseil de quartier de porter cette initiative et elle rentre dans le circuit et il y a une création d'une commission technique temporaire sur le sujet. Et comment elle peut être concrétisée? Tout simplement voilà, par cette commission technique qui va chiffrer le projet pour être sûr que d'un niveau budgétaire ça tient la route, créer un calendrier de réalisation pour savoir comment c'est possible, dans combien de temps, etc. Et enfin, tout simplement voir les choix techniques, parce que c'est aussi politique. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée. Merci, et il vous restera 30 secondes de conclusion dans le tour de table dans un instant. Bernadette Malgorn, il vous reste 4 minutes 20. Donc à la fois pour votre conclusion et à la fois pour les questions adressées à toutes et à tous et pour la question qui vous est dédiée. Madame Malgorn veut encourager la pratique du vélo pour les scolaires. Comment compte-t-elle faire en dehors des caméras? Est-ce que ce programme d'incitation comprendra des aménagements en concertation avec les besoins remontés par les familles, écoles, 3 points de suspension? Cela revient sinon à mettre les enfants en danger sans amélioration. Alors, je vais peut-être répondre d'abord à la question « Peut-on vous faire confiance ?» parce que j'ai l'impression que cette question est une question de défiance. Voilà. Pour moi, une élection ne donne pas un chèque en blanc. La démocratie, effectivement, est un petit peu affadie et on a l'impression que les gens sont élus un jour et qu'une fois tous les 6 ans, la démocratie s'exprime et puis qu'après ça, ma foi, le temps court et on attend l'élection suivante pour venir dire alors quel est votre bilan. C'est pas du tout notre conception des choses. Je ne considère pas qu'on a un programme tout ficelé et que le vote des gens est une approbation de tout ce qu'il y a dans le programme. Il peut y avoir des changements. Pourquoi? Pour la simple raison que nous envisageons la mise en œuvre de notre projet en lien avec les citoyens. Nous prendrons nos responsabilités, nous prendrons les décisions, mais au fur et à mesure
que nous aurons les études techniques correspondant à nos projets, il y aura dialogue, il y aura ouverture des dossiers. Nous souffrons aujourd'hui, et notamment à Brest, mais pas uniquement, d'un refus de faire jouer leur rôle au contre-pouvoir. Il faut que l'opposition ait accès à tous les dossiers. Je le dis alors que j'aspire à être la majorité. Donc l'opposition ait accès à tous les dossiers, à tous les éléments d'information. Que les citoyens aussi aient accès aux informations avant d'avoir à donner leur avis. Et qu'on ne vienne pas leur donner leur avis sans aucune option et qu'on revienne après avec un dossier tout ficelé en disant c'est comme ça, quel est votre avis? Ah, vous n'êtes pas d'accord? C'est dommage, toutes les études sont finies. Donc c'est pas notre conception des choses. Et donc voilà, on se mettra à livre ouvert avec de l'open data, toutes les données permettant aux gens de se faire une opinion. Et moi, ça ne me gêne pas du tout que des gens qui sont complètement pas d'accord avec moi, a priori, viennent me dire que ceci, cela ne va pas. Ça me fera des avis gratuits. Alors, par ailleurs, sur la conception générale, pour les écoles, évidemment, en lien avec les communautés éducatives, avec la dimension pédagogique au premier plan, c'est évident. Et l'accompagnement financier par la collectivité, c'est évident. Alors, notre conception du vélo se situe dans une conception plus large d'une politique de déplacement, vous l'avez bien compris. Je ne suis pas forcément tout d'accord avec le gouvernement, et notamment la loi d'orientation des mobilités, je trouve qu'elle a un grave défaut, c'est qu'elle a oublié, je mets entre guillemets, le TGV à 3 heures de Paris, renvoyé après 2037, et ça, certains savent que c'est un de mes dadas, on dit même que je rabâche, n'est-ce pas, sur ce sujet-là, mais elle offre quand même une palette d'outils pour ceux qui veulent vraiment jouer le jeu des mobilités actives et de la décarbonation, qui est une bonne palette, que ce soit pour les entreprises, dans le cadre des plans de mobilité, ou pour les collectivités locales. Et nous en ferons usage en lien avec les employeurs dans le cadre de leur plan de mobilité. Voici une minute. Pardon ? Une minute. Oui, alors, nos priorités aux mobilités actives, y compris à pied. Et nous avons un plan, Brest 192, pour que chacun puisse, à 192 mètres de chez lui, trouver un arrêt de transport en commun, un banc avec des accoudoirs, oui, c'est ce que demandent les aînés, un parc, un jardin public, un square, de telle sorte qu'on puisse circuler à pied. Et ces endroits-là pourront être aussi des réceptacles pour les stationnements des vélos. En ce qui concerne les transports en commun, décarbonation, passage à l'électrique, densification, pour qu'on puisse arriver aux 192 mètres, et extension, avec des choses qui ont déjà été dites par rapport aux extérieurs. On n'est pas forcément obligé de passer dans la ville. Pourquoi 192 mètres ? Eh bien, parce qu'on ne peut pas demander à un aîné de faire plus que le stade olympique. Merci beaucoup. Ronan Pichon, donc il y avait, je le rappelle, donc les questions à toutes et à tous, et il y en a une qui vous est adressée, même si elle ressemble plus à un commentaire. L'hégémonie, je ne sais pas si c'est le bon terme, du vélo aux Pays-Bas a une histoire, vous l'avez dit, c'est le fruit d'une politique visant non seulement à encourager le vélo, mais aussi à décourager l'usage de la voiture. Aujourd'hui, il faut être un warrior pour faire du vélo à Brest. Pour que cela change vraiment, il faudra que la voiture individuelle cesse d'être le mode de transport par défaut. Donc ça vous est adressé, mais il n'y a pas de point d'interrogation à la fin. Bon, bah sur donc ce il vous reste point-là, 3 minutes en tout, avant les 30 secondes de conclusion. bon, sur le point de la voiture, je pense que j'ai déjà dit clairement qu'il fallait que la place de la voiture occupe moins d'espace. Sur les questions, sur la liste des questions, sur l'aide à l'acquisition d'un vélo électrique à Brest, moi, je pense qu'il y a des formes autour de formes de crédit, leasing, etc., qui peuvent être faites de manière à s'assurer que quelqu'un qui notamment démarre une activité, commence une activité professionnelle, puisse bénéficier d'un vélo électrique de qualité et qui ne soit pas obligé de sortir 1 500 ou 2 000 euros pour
compléter les 200 € d'aide éventuelle. Donc du coup, avoir une forme de crédit pour permettre l'acquisition. Bon, en plus, là je fais juste un petit pas de côté, mais on souhaite la création d'un crédit municipal à Brest. Ça peut être aussi un support qui permettrait de porter juridiquement ces formules de crédit. Enfin, si on ne trouve pas de banque partenaire, on ne sait jamais. Voilà. Sur les autres questions, sur Plus Années Technopole, je vous invite à aller voir sur notre site. On avait répondu au directeur de l'IFREMER et de l'IMT Atlantique sur savoir pourquoi est-ce qu'on tiendrait les promesses. Écoutez, le principe, c'est qu'on s'engage. Si vous ne croyez pas qu'on tiendra les engagements qu'on prend, dans ces cas-là, c'est pas pour nous qu'il faut voter. Enfin, on vote pour des gens dont on pense qu'ils tiendront leurs engagements, ou dont on espère qu'ils tiendront leurs engagements. Et puis ensuite, on est aussi... la ville de Brest n'est pas si grande que ça. On peut pas aller se cacher à Paris, à l'Assemblée nationale, loin des gens. Donc si on déconne, je pense qu'on est rapidement interpellé et rattrapé, sinon par la patrouille, en tout cas par la population. Il n'y a pas on vit pas caché. Et puis on aura aussi toute une forme d'outils de participation, de concertation qui feront que la façon dont on fera les choses seront aussi travaillées avec les habitants, les usagers et avec le monde associatif. Et puis que dire d'autre la question du vélo, la question du vélo dans la transition écologique, c'est un rôle très important. C'est un rôle qui est porté depuis très longtemps par les écologistes, bien avant que l'écologie ne soit populaire, à l'époque où elle était impopulaire. Ça a été pointé par le rapport, votre rapport là. Il y a le rapport de Shift Project qui a été sorti il y a 18 mois sur le sujet, qui parlait de l'usage, du rôle primordial d'un système vélo pour la décarbonation des transports dans une zone moyennement dense, typiquement la zone de Brest. Voilà, je m'arrête. Merci Renaud. Alors, il vous reste 5 minutes, Pascal Olivard, et il n'y a pas eu de post-it vous étant... Je suis désolé, j'en ai pas... Voilà. Donc, il vous reste 5 minutes, et donc, évidemment, je vous rappelle qu'il y avait les questions adressées à l'ensemble des candidats, et je vous incite aussi à exposer des points de votre programme qui n'auraient pas été dans les 11 premières questions. Voilà. Oui, merci. Et s'il reste du temps, je donnerai à la liste citoyenne, si vous le voulez bien. Il a été démontré, vous l'avez repris en tout début de présentation, que les freins à l'utilisation du vélo étaient en premier lieu la question des pistes, de la continuité des pistes, de la sécurisation des pistes et de l'entretien de celles-ci. Des pistes cyclables, bien entendu, et également des abris sécurisés et des arceaux. Alors, en abri sécurisé, pour nous, il ne s'agit pas d'un caisson avec un simple cadenas. Il faut pouvoir identifier la personne qui l'utilise avec un système à code, à carte, etc. etc. Et le frein au vélo, c'est pas non plus, comme on le laisse entendre parfois à Brest, puisqu'il s'est pas passé quand même beaucoup de choses relativement au vélo au cours des dernières années. Ce ne sont ni les conditions climatiques, ni les dénivelés qui sont un frein. Nous apportons 2 réponses très claires. Les locations de moyenne et longue durée telles qu'elles sont proposées aujourd'hui ne sont qu'une partie de la solution. Comment fait-on demain pour attirer au vélo celles et ceux qui ne peuvent pas accéder au vélo dans la ville de Brest au regard de là où ils habitent, de l'endroit où ils habitent et de l'étage par exemple d'un immeuble, etc. Ceux qui ne peuvent pas avoir un vélo, que ce soit en location ou en propriété. C'est pourquoi nous proposons la mise en place d'un vrai Vélib à la brestoise, Vélib au sens de ce qu'il y a à Paris, si je ne suis pas clair dans mon explication, un vélo libre-service qu'on appelle Ticyclette, pour faire couleur locale, et qui sera évidemment payant. Le modèle que l'on propose est un modèle décliné de ce qui se fait à Caen. Quand ils ont des vélos à assistance électrique avec option batterie, on peut louer sa batterie ou ne pas la louer. Ce qui fait qu'on a soit le vélo quand on a des jambes et le vélo à assistance électrique, et qui permet justement de s'affranchir des questions de dénivelé. Enfin, la loi mobilité, qui répond pour partie à une des questions qui a été posée, permet aux employeurs de rembourser à leurs salariés un montant maximum de 400 € par an, exonérés de charges sociales et fiscales, afin d'encourager justement les déplacements domicile-travail à vélo ou en covoiturage. Nous proposerons que la collectivité accompagne les employeurs qui s'engageront avec un abondement à 300 €.
N'oublions pas que la collectivité, Brest Métropole, est aussi un employeur, et cette aide de 700 € sera aussi accordée aux employés de la ville et de la métropole. Aide directe, je viens d'en parler. Location, ça va, j'ai encore du temps. Je vais vous en laisser un petit peu. Ça existe aujourd'hui, l'option d'achat. Eh bien, il n'y a aucune raison d'arrêter ce qui fonctionne et ce qui fonctionne bien. Trajet cyclable vers le technopole, ça devra être mis à l'étude. Le désenclavement du technopole est un véritable enjeu. J'ai eu déjà deux, je suppose que les autres candidats également, 2 sollicitations. Il faut que les acteurs du technopole se mettent peut-être autour de la table pour identifier clairement quels sont les besoins et voir si la réponse par vélo à assistance électrique ou non est une des réponses. En tout cas, il y a d'autres réponses à apporter relativement notamment à la bonne synchronisation avec les arrivées du tram. Quant aux promesses, j'ai pas pour habitude de faire des promesses que je ne tiens pas. Et c'est pourquoi j'en fais peut-être pas beaucoup. Je suis étonné de ne pas avoir eu de questions quand même, malgré tout. Et je ne suis pas indépendant, comme l'a dit Michael. La liste Brest, imaginons demain, certes, je la conduis. C'est une liste sans étiquette, hors parti politique et en dehors de tous ces prismes dogmatiques. Et nous nous sommes engagés, nous aurons signé une charte sur la probité, l'honnêteté, la bienveillance envers nos concitoyens, l'écoute, et nous serons au service de l'intérêt général. Et ça, c'est un engagement que je prends ici devant vous, c'est filmé, et nous le tiendrons. Il reste du temps pour vous. Je vous laisse. Merci.